Au nord-est du Japon repose un trésor bien fragile. Ici naissent les huîtres. Un sanctuaire qui a bien failli disparaître. Le tsunami a englouti 600 km de côte, réduisant à néant les nombreux ports de pêche et des familles entières. C'est le berceau des huîtres qui vient d'être touché. Et sa disparition aurait des conséquences dramatiques pour les ostréiculteurs du monde entier. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un monde où tout est à reconstruire. Voici l'histoire extraordinaire du mouvement de solidarité internationale qui a suivi la catastrophe. Au Japon comme en France, nous avons suivi le travail d'ostréiculteurs et de scientifiques. Ils mettent tout en œuvre pour faire face à l'urgence. Le 11 mars 2011, un événement sans précédent est venu briser le silence. À 14h46, un tremblement de terre d'une magnitude 9 sur l'échelle de Richter survient au large des côtes de l'île de Honshu. 1 million de maisons détruites, 315 000 réfugiés, 17 millions de tonnes de déchets, plus de 200 milliards de dégâts, 50 réacteurs à l'arrêt et un accident nucléaire sans précédent. Il est encore trop tôt pour pouvoir mesurer les conséquences d'un traumatisme aussi profond. Plus de 150 milliards engagés dans un programme de reconstruction nationale qui donne à la région l'allure d'un gigantesque balai de camions et de pelleteuses qui grattent et brassent des milliers de tonnes de gravats. Dans cette immensité plane et désertée qu'était le centre-ville, ces engins sont les seuls signes d'une véritable activité humaine. Un matin comme les autres, à Tokyo. Tsukiji, le plus grand marché aux poissons du monde. Le Japon dispose de la 5e zone de pêche au monde. Les produits puisés de l'Inde à l'Australie finissent ici leur voyage. La pêche est l'âme même de ce pays. Ce coquillage, qui semble familier, on l'appelle ici kaki, ou le lait de la mer. Par analogie, les huîtres sont considérées comme l'aliment nourrissant parfait. Elles sont vendues décoquillées pour leur chair et se consomment de façon très variée. Elle est la fierté de nombreux restaurants dans tout le pays. Un coquillage qui aurait bien pu être rayé de leur carte, car le tsunami a touché l'une des principales régions de production au monde, emportant avec lui l'ensemble des installations et la vie de nombreux ostréiculteurs qui résidaient sur la côte. Toutes nos installations ont été emportées. Tout a disparu. Et c'est avec énormément d'appréhension qu'on a passé chaque jour à se demander ce qu'on allait bien pouvoir faire. Sur cette île, on trouve l'une des dernières communautés de plongeuses Hama. Avant la catastrophe, elles pratiquaient une forme de pêche traditionnelle, transmise de génération en génération. Munies d'une simple combinaison et d'un seau qui leur sert de flotteur, elles récoltaient les fruits de la mer, toutes sortes de coquillages et en particulier les ormeaux, qu'elles revendaient sur les marchés. Ironie du sort, le séisme a provoqué un événement inattendu, un affaissement de la côte tout entière, qui pourrait pousser un peu plus cette tradition millénaire dans l'oubli. La mer dans laquelle on plongeait est devenue plus profonde. Celles d'entre nous qui n'ont pas de bons poumons ne peuvent plus le faire. Avec le tsunami, les plus petits ormeaux ont été emportés. D'ici 2 à 3 ans, sans ces jeunes ormeaux, la population n'arrivera pas à se renouveler. Cette détresse, partagée par l'ensemble des pêcheurs de la région, est une situation que les Français ont bien connue en d'autres circonstances. Nous sommes à Marennes-Oléron. Dans les années 70, une épizootie a décimé la plupart des bassins ostréicoles. Une infection virale qui a provoqué la disparition de l'huître creuse portugaise, cultivée à l'époque dans la plupart des bassins français. L'élevage, la plate, c'était plus possible. Et mes parents se sont lancés dans l'élevage de la creuse, qui à l'époque a été importé du Japon. Ici, c'est le système du captage. Les petites huîtres, quand les grosses huîtres ont largué leurs larves, viennent se coller dessus. Il faut compter à peu près en moyenne, quand les années sont bonnes, il y a à peu près 200 huîtres par petite coupelle. Ce système-là, on le fait depuis qu'on a reçu les Japonaises en 71-72. Je suis né en 55, j'avais 16-17 ans, quoi. 16-17 ans, quand je me suis lancé un peu dans l'ostréiculture, quoi.
Donc ce départ-là, moi j'ai toujours travaillé ce système-là. J'ai connu nos huîtres avant, mais que 2 ou 3 ans. Les images qu'on a vues à la télé, c'est vrai que c'était terrifiant. Ça nous a ramené à mes souvenirs d'enfance des huîtres qui étaient venues de chez eux et qui ont permis à l'ostréiculture française de redémarrer et de repartir pour quand même pas mal d'années, quoi. Patrice Mulot est le premier fabricant mondial de matériel ostréicole. Lui aussi a en mémoire ce que le Japon a offert à la France. Il s'est associé au projet France Okaishi, Okaishi qui signifie le cadeau en retour. Dès juillet 2011, il s'envole pour le Japon en portant avec lui de nombreux matériels pour les producteurs sinistrés. On s'est démené en moins de 15 jours pour leur faire parvenir 5 tonnes de matériel par avion, parce que le timing faisait qu'il fallait le mettre à l'eau pour capter les bébés huîtres au mois de juin et pas avant. On a subi ici la tempête Xynthia, on a eu toute la détresse de nos clients. Tout le monde a porté son matériel à réparer, des gens en pleurs au téléphone en disant réparer pour qu'on puisse redémarrer, revivre de nouveau du fruit de notre travail. Et 1 an après, on se retrouve au Japon. Alors, bien sûr, un tsunami au Japon n'a rien à voir avec une tempête Xynthia chez nous en France, mais avec la même détresse. L'homme n'est rien face à la nature et rien du tout face à la mer. Il y a une cohésion au travers des marins. Quand il y a un bateau qui est en détresse, tout le monde se porte à son secours. C'est un peu dans le même état d'esprit parce qu'on sait qu'on n'est rien. L'affaissement du sol de plus d'1 mètre sur une bonne partie de la zone a posé de nombreux problèmes pour les bateaux et la circulation côtière. C'est tout l'accès portuaire qui a dû être repensé, avec dans certains endroits la nécessité de creuser le fond marin et la plupart du temps relever le niveau des quais. Un travail titanesque que le Japon a entrepris grâce aux aides de la communauté internationale. L'Asie produit plus de 90% des huîtres dans le monde. Depuis la catastrophe, le Japon, qui était le 2e pays producteur, a vu sa production divisée par 10. Progressivement et au prix d'efforts quotidiens, les ostréiculteurs remontent peu à peu la pente. D'anciens ostréiculteurs de la région de Sendai avaient aidé les Français dans les années 70 en leur envoyant leurs naissins. Le père de Toshimi Abe, disparu dans le tsunami, était l'un d'eux. Son fils assure aujourd'hui la relève. Tout juste revenu de Marais-Oléron, il a pu assimiler de nouvelles techniques de culture française qu'il essaie d'adapter au Japon. La technique de captage japonais consiste à enfiler des coquilles, ici des coquilles Saint-Jacques, sur de longs chapelets que l'on plonge en mer au moment de la ponte pour que viennent s'y fixer les bébés huîtres. Une méthode traditionnelle un peu différente de ce qui est pratiqué en France. Ici, c'est ce que les Français appellent des coupelles. Je les ai fait venir de France. Ça a la forme d'une coquille Saint-Jacques. Une des particularités est qu'elle est en plastique. Une autre est qu'il est facile d'en extraire les huîtres. Comme ça. Ensuite, il faut les mettre toutes dans un filet pour les élever. C'est la méthode française qu'on retrouve dans beaucoup de pays. Nous retrouvons Shigehatsu à Takeyama. Lui aussi noue une histoire particulière avec les Français. Par amour, il a consacré toute sa vie à ce coquillage. Et lui aussi a tout perdu dans la catastrophe. En 1980, le Japon est face à de graves problèmes de pollution qui font disparaître ses huîtres. Shigehatsu a alors 40 ans. Pour trouver des solutions, il se rend en France pour la première fois. Intrigué par la qualité des huîtres qu'il découvre ici, le jeune ostréiculteur décide de remonter le fleuve pour en percer le secret. En collaboration avec un chercheur de Kyoto, il est à l'origine d'une étude qui lui a permis de révéler que la décomposition des matières organiques, comme le bois ou les feuilles des arbres, jouait un rôle important pour la vie marine. Le fer et l'acide fulvique contenus dans l'humus permettent à la chlorophylle de se fixer sur le phytoplancton et d'œuvrer à la photosynthèse. Un objet d'étude que partage la station expérimentale d'Ifremer à Argenton, en Bretagne, qui étudie la physiologie des invertébrés. Dans cette écloserie, on retrouve le phytoplancton, matière végétale microscopique essentielle au développement de l'huître. Le phytoplancton constitue à lui seul 50% de la matière organique produite sur Terre. C'est le point de départ de toute l'activité biologique marine et la base de la chaîne alimentaire aquatique. Il est la source de nourriture du zooplancton, comme les larves d'huîtres, mais aussi bien d'autres espèces microscopiques. Ceci est une pouponnière de bébés huîtres microscopiques. Là, on est typiquement dans ce qu'on appelle des élevages larvaires en flux ouvert, c'est-à-dire qu'on va mettre des animaux dans un vrai confort de vie, en fonction des conditions que nous, on va leur imposer.
vont se plaire ou pas. Voilà. Donc on peut tester comme ça la qualité de l'eau, on peut jouer sur des paramètres physiques, on va jouer sur la température, on va jouer sur la quantité de nourriture. Donc on a ici vraiment un outil expérimental qui nous permet de faire de ce qu'on appelle de l'écophysiologie larvaire. Les premiers stades que nous voyons ici sont des stades évolués. Une fois que l'animal va présenter une aptitude à passer la métamorphose, elle va présenter au milieu de sa coquille une tache noire, une tache ocellaire, que les agriculteurs appellent larve œillet. Et à ce moment-là, elle va quitter la colonne d'eau pour venir se poser sur le fond. Et donc, toute la technique est de lui donner le capteur sur lequel l'animal va se fixer. Vous avez, au bout d'un moment, donc le naissante. Et c'est cette taille-là qui est pratiquée par les ostréiculteurs pour faire du pré-grossissement et du grossissement jusqu'à les 3 ans fatidiques qui nous permettent de la manger avec délectation, avec du citron et du vin blanc pour les amateurs. Nous sommes situés à proximité du chenal du Fou, loin de toute zone agricole et ou industrielle, ce qui fait qu'on a une qualité biologique de l'eau qui reste excellente et de ce fait extrêmement important pour nous qui travaillons sur les premiers stades larvaires. L'huître, c'est un filtreur et elle a la propension à bioaccumuler, c'est-à-dire qu'elle va filtrer les éléments de l'eau de mer. Tout ce qui est bon, donc ce qui va lui permettre de grossir, c'est le phytoplancton. Et malheureusement, elle va aussi accumuler tout ce qui est mauvais. Aussi surprenant que cela puisse paraître, soigner la terre, c'est aussi préserver la mer, en lui apportant la nourriture qui lui est vitale. Le 11 mars 2011 a également marqué les esprits par l'accident nucléaire provoqué à la centrale de Fukushima. Depuis ce jour, tout le monde se pose des questions. Aussi, afin de mesurer les conséquences de l'accident, les autorités pratiquent des analyses quotidiennes dans des centres comme celui de Miyagi, un bâtiment qui lui aussi a été touché par le tsunami. La pêche du jour fait l'objet d'une analyse rigoureuse dont le professeur Hiroshi Abe nous explique la procédure. On ne garde que la chair, qui potentiellement fixe le plus le césium. Le tout est découpé finement pour être haché au mixeur. Ici, on le dépose dans un appareil de mesure de radioactivité qui, en quelques minutes, fournit les résultats. Ce travail est une petite partie du programme de surveillance. À cela s'ajoutent les analyses complémentaires en milieu marin. Tout ce qui était sur les terres, les montagnes de déchets, les voitures, tout a été avalé par la mer. Après le tsunami, ça a été notre plus grande crainte. Nous mesurons plus de 30 variables liées à la qualité de l'eau de mer. Les calamars, les pieuvres et les mollusques s'avèrent être ceux qui sont le moins propices à fixer le césium. 3 mois après le tremblement de terre, ces organismes avaient évacué tout agent nocif. Plus de 2 ans après la catastrophe, même si les signes semblent encourageants, les pêcheurs et les consommateurs se posent encore des questions. La pollution provoquée par les montagnes de débris immergés et la catastrophe nucléaire de Fukushima font l'objet de relevés journaliers. Il est encore trop tôt pour en mesurer toutes les conséquences, et comme après toute catastrophe, c'est le principe de précaution qui s'applique. Il sera nécessaire de poursuivre les analyses encore pour longtemps.